Bonjour les amis, il est 16 heures pile, et donc bienvenue à tous. Je vous demande de vous arrêter, non ça c'était baladure. Je vous remercie de partager ce live, parce que vous l'avez vu en l'annonçant, je l'ai annoncé quelques minutes avant, et Facebook m'a immédiatement bloqué et m'empêche de partager dans les groupes jusqu'au, je sais plus, 8 janvier, voilà, 8 janvier, 14h27, j'en ignore la cause, je pense que il s'agit d'algorithmes, plus que d'une volonté, parce qu'en fait c'est programmé au préalable, donc ça devient un petit peu compliqué cette histoire, parce que quand vous filmez dans la rue, vous entendrez la Marseillaise, donc vous avez les algorithmes de Facebook qui vous bloquent et qui vous disent que vous diffusez de la musique interdite parce que vous n'avez pas les droits, et on va vous chercher un artiste obscur, alors je ne sais pas quelle est la raison. Quand vous filmez sur le terrain, la plupart du temps, les lives sont brouillés, parce qu'il n'y a pas de réseau, même quand il y a très peu de personnes, en fonction de la sensibilité de ce que vous allez filmer, salut à tous, vous êtes brouillé, et quand vous annoncez un live pour simplement informatif, sans appeler à la sédition, à la révolution, au soulèvement, ou que sais-je encore, évidemment vous êtes tout de suite bloqué, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer et d'avancer. Donc merci à toutes et tous de bien vouloir partager. Alors je vous avais promis de revenir assez brièvement. Oui, je suis encore bloqué. De revenir assez brièvement sur la journée du 5 décembre pour vous faire un petit débriefing. Alors d'abord, on a commencé effectivement à l'aube, très tôt, il faisait froid, moins 2 degrés à Paris. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, je voudrais vous dire, en termes de monde, je n'ai, de ma vie en tout cas, jamais vu autant de monde manifester à Paris. Qui y avait-il dans ces personnes qui manifestaient? Quelles étaient-elles? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelles étaient-elles? Il y avait un peu de tout, hein. Il y avait évidemment la fonction publique, avec beaucoup de syndicats, notamment la CGT, qui a fait là une démonstration de force, je dois le dire, mais aussi FO, mais aussi Sud, Solidaire, le CNT, pas mal de syndicats, je dirais. Et au-delà des syndicats, aussi des simples citoyens, qui n'avaient pas besoin de mots d'ordre, aussi bien du public que du privé, puisque j'ai vu par exemple des avocats, j'ai discuté avec des médecins, j'ai discuté avec des artisans, un peu tout le monde. Et effectivement, l'inquiétude, c'est cette histoire de réforme des retraites. On n'en voit jamais le bout, hein. Ça fait depuis au moins 91 que ça dure. Je ferai un petit récap. Vous vous en souvenez, avec Rocard et son livre blanc sur les retraites, hein. Il avait dit l'âge de départ à la retraite, ça se constate. Il avait essayé d'éveiller les gens sur ce système qui était par répartition, qui était bien mal en point, et que, hélas, les générations qui nous ont précédés ont peut-être joui sans entrave, mais n'ont pas tellement pensé aux générations futures, alors qu'on savait, dans la pyramide des âges, et qu'on savait effectivement que ce système n'était pas viable si on ne le réformait pas. Encore faut-il, la réforme c'est bien beau, ça ne veut rien dire dans l'absolu, une réforme. Il faut qu'une réforme soit juste pour qu'elle soit acceptée par le plus grand nombre. Une réforme idéale n'existe pas, mais il faut quand même qu'elle soit juste. Alors, comment ça s'est passé? Donc, beaucoup de monde. Il y a pas mal de choses à dire sur cette gestion du 5 décembre, et notamment sur le départ de la manifestation. Donc, au départ, nous sommes réunis gare de l'Est. Il y avait essentiellement, j'étais étonné, des gilets jaunes, beaucoup de gilets jaunes gare de l'Est. Et je disais même, il y a plus de gilets jaunes que de manifestants. Et puis effectivement, quand on est descendu un petit peu, quand on est arrivé vers Magenta, alors là, il y a eu un flot, une marée humaine
et cette fameuse convergence qui s'est faite, qui s'est réalisée dans les faits. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a eu pas mal de polémiques sur, je voudrais revenir définitivement pour passer à autre chose, sur ces histoires de Black Bloc. Alors, je répète que le Black Bloc est une technique. C'est pas des gens comme ça, épars, qui disent « Ah, vive le Black Bloc, on s'habille en noir et c'est super ». C'est une technique. Ce sont les gens qui s'interposent, qui forment un bloc, qui forment une espèce de bouclier pour protéger les manifestants les plus, on va dire, les plus vulnérables et pour faire un bloc, un écran entre les forces de l'ordre et la population qui manifeste. Ça, c'est le premier point. Ils ont une idéologie, anticapitalisme, etc. Et évidemment, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Restons factuels. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi, il ne suffit pas pour être Black Bloc de s'habiller en noir et de dire révolution, révolution, anticapitalisme, bon, etc. Ça, je voudrais faire vraiment, parce qu'il y a beaucoup de confusion dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux, en disant, mais les Black Blocs, le Black Bloc, il ne faut pas lui en vouloir, etc. Moi, je ne me permettrai pas de qui je suis pour juger ça. Je dis simplement, ne mélangeons pas tout, ne mélangeons pas tout. Il y a aussi, je les ai appelés, c'était peut-être un peu fort, mais je le pense, des jeunes cons, qui sont là pour se donner de l'importance ou pour faire justement avoir des émotions comme ça, et qui mettent en péril tout le monde. Ils ont bloqué, ils étaient en tête de cortège pratiquement au bout du boulevard Magenta, juste avant d'arriver à la République. Et là, vous avez des gens qui s'en prennent à une remorque, qui s'en prennent à du mobilier urbain. Alors que là, pour le coup, les flics étaient vraiment de leur côté. Il y avait tellement de monde que ce n'est pas les policiers qui allaient s'aventurer à essayer d'arrêter le cortège, quoi. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ces gamins qui jouent à la révolution, qui brûlent du mobilier urbain, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert quand vous avez, allez, je ne veux pas être excessif, mettons 150 000 personnes qui manifestent pacifiquement. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. En fait, j'avais dit 1,3 km, mais on n'avait pas vu jusqu'au bout, parce que de l'autre côté du boulevard Magenta, il y avait autant de monde. 3 km sur 60 mètres de large, avec la place de la République noire de monde. À quoi ça sert de brûler 3 poubelles? Je vais vous dire à quoi ça sert. Et je vais vous dire pourquoi je suis un peu furieux contre ce truc-là. Parce que, en fait, on met en péril les manifestants. À bout d'un moment, les policiers ripostent. Ça crée des mouvements de foule. C'est-à-dire que quand vous êtes nassé, ou quand vous êtes complètement... Là, on n'était pas nassé pour le coup encore. On était nassé un peu plus loin. Mais quand on est comprimé comme ça, dans un boulevard, vous ne pouvez pas vous échapper, et qu'il y a des gens comme ça qui viennent provoquer, qui viennent cramer du mobilier urbain en criant révolution, comme je le dis, avec des blousons à 1 000 € et 2 000 € de fringues sur eux, et qui partent en courant, et on est obligé, on voit bien qu'ils n'ont pas l'habitude, on est obligé de crier, ne courez pas. Parce que vous avez un mouvement de foule dans ces moments-là, il peut y avoir des morts, du piétinement, etc. Donc ça, voilà contre quoi je me suis élevé, et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et faire prendre des risques inconsidérés aux manifestants. Ce n'est pas possible, et en vérité, ce sont des vrais Black Blocs ou des citoyens, des manifestants qui se sont réunis avec l'aide des pompiers pour libérer la place, pour libérer la fin du boulevard Magenta, afin que le cortège puisse avancer. Et il a avancé sans encombre jusqu'à Nation, je vous dis à peu près 150 000 personnes, sinon on restait bloqué toute l'après-midi. Et je dis, ces gens-là sont quand même les idiots utiles du système, parce que non seulement ils font prendre des risques, réfléchissez quand même, je reviendrai sur l'acte 11 à Bastille, on était 15 000 avant d'arriver à Bastille, j'étais avec Jérôme Rodriguez, j'en ai souvent parlé, hein. Et donc quand on arrive à Bastille, les policiers, les forces de l'ordre ouvrent finalement les barrières, et vous vous retrouvez avec 40 types en noir qui veulent en découdre, qui sont dans une guérilla avec les forces de l'ordre, et Total après dans la confusion.
ça justifie aussi une violence policière, parce que les types disent on ne sait plus où on en est, et ça tire, et vous avez toujours un éborgné. Et j'ai fait le compte, en réalité, quand vous regardez, il y a un éborgné tous les 15 jours avec ces conneries. Donc peut-être qu'il faut un petit peu réfléchir et faire preuve de responsabilité, parce qu'il y a peu qui le disent, mais maintenant je pense qu'il faut vraiment le dire et lutter contre cet état de fait, parce qu'au final, c'est jamais ces types qui sont atteints, c'est les pauvres couillons qui sont au milieu, ceux qui filment, parce que vous avez vu encore énormément de journalistes indépendants, de vidéastes, etc., qui se sont fait massacrer, ou les pauvres gilets jaunes qui n'ont pas l'habitude, ou les manifestants qui se font éborgner, et encore un journaliste turc qui a été gravement blessé le 5 décembre, ou encore une jeune fille qui a été atteinte à l'œil. Donc voilà quoi. Quand on est dans un mouvement social, c'est pas la peine je sais pas, moi je suis pas un moraliste, mais de dire révolution, révolution, sans penser qu'on peut mettre en péril des vies, et sans penser qu'on peut du coup jouer une partition qui est celle de l'exécutif qui veut faire avaler des réformes iniques et injustes, ce sont les alliés les plus idiots utiles de tout système. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ça c'est quand même un vrai problème, parce qu'il y a une espèce de pièce tripartite là, qui se joue entre les syndicats, entre certains syndicats, en tout cas policiers, je vais y revenir, entre la doxa gouvernementale et les éléments de langage de l'exécutif, et ces jeunes types qui viennent là et qui viennent justifier finalement toutes ces violences en disant mais regardez, il y a des types en noir qui cassent tout, ils ont mis le feu aux poubelles, etc. Donc on ne peut pas laisser faire. Et donc à partir de là, tout se mélange, on est dans la confusion la plus totale, et on ne parle plus du fond des manifestations, du fond des revendications, et de ce qui se passe réellement dans le pays, dans notre pays, mais on fait des images pour les chaînes d'information qui ne s'en privent pas. Alors pourquoi je dis que c'est tripartite? On ne va pas faire le live uniquement là-dessus, je vais en finir tout de suite avec ça. J'ai proposé par exemple à Madame Kebab, Linda Kebab, qui est controversée, mais qui avait eu du courage à un moment, sur plusieurs chaînes d'infos et à la radio, elle avait dit que ces gens-là, ces fauteurs de troubles, on savait exactement qui ils étaient, on pouvait les arrêter, et on ne les arrêtait jamais, on ne les interpellait jamais. Elle l'a dit, vous pouvez chercher, vous tapez Linda Kebab déclaration, elle l'a dit. Elle l'a dit, mais pourquoi? Parce que c'est l'évidence. Quand vous êtes sur le terrain, je le suis depuis pratiquement 1 an, vous voyez en fait qu'il y a des gens qui sont tout de suite arrêtés, tout de suite interpellés, tout de suite inquiétés, et vous avez des gens qui ne sont jamais inquiétés. Et du coup, ça cabre, ça crée une fusion dans les cortèges, et ça part en live comme à chaque fois. Alors elle a interpellé hier, en jetant en pâture, n'est-ce pas, le nom d'une juge, en disant le problème, c'est le problème de la justice, en citant Akkad, all cops, all bastards, vous connaissez l'expression, etc., en parlant des Black Blocs, en semant elle-même ce trouble et cette confusion, et disant c'est la faute de la justice. Alors, il faudrait effectivement parler des petits cons et non des Black Blocs, mais elle a cité quand même Black Blocs dans une confusion volontaire. Donc il faudrait savoir si c'est le problème de la justice, et peut-être y a-t-il, salut Byzantin, salut à tous, est-ce que c'est le problème de la justice? Sans doute, il y a un problème de la justice, parce que vous avez vu qu'il y a eu aussi beaucoup de zèle de la part à la fois des parquets, mais aussi de certains magistrats dans le traitement qui a été dévolu et simplement voulu pour les Gilets jaunes, avec des arrestations préventives, des gardes à vue préventives, avec beaucoup de gens qui ont été relaxés, l'essentiel d'ailleurs, avec parfois un rappel à la loi, parfois rien du tout. Donc il faudrait savoir si c'est la justice ou si c'est la hiérarchie policière notamment, et la hiérarchie préfectorale, et la hiérarchie du ministère de l'Intérieur. On peut remonter comme ça jusqu'au sommet de l'État, qui dit simplement laisser
laisser faire ces gens. J'avais interpellé, moi, les CRS plusieurs fois, et notamment lors de cet acte 11 où Jérôme Rodriguez a perdu la vue. Je suis allé voir les fous furieux, les CRS, en disant « Pourquoi vous n'avez pas arrêté ces gens ? Ils sont là, il y en a une quarantaine. » J'étais tellement énervé. Il y a un type, un jeune CRS, qui a fini par me répondre, tout jeune, je ne sais pas, il devait avoir 18 ou 19 ans, et il m'a dit « On n'a pas les ordres », et un gradé, juste après, il lui a dit « Ferme ta gueule, tu ne vas pas raconter ta vie, j'ai déjà raconté tout ça. » Mais ça, c'est un véritable problème de laisser ces quelques personnes qui ne font rien. Finalement, c'est pas en tapant à 10, en essayant de casser un abribus à 10 qu'on va faire changer, qu'on va changer en profondeur le pays. Enfin, me semble-t-il, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la limite, pourquoi pas, c'est pas mon problème, ça devient mon problème quand je vois des gens qui derrière sont mutilés, sont blessés et sont atteints pour le restant de leur jour. Donc voilà, ça je voulais vraiment faire une mise au point sur le sujet, parce que ça, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion sémantique, de confusion de vocabulaire, entre les gens qui n'y connaissent rien sur les plateaux de télé et qui disent Black Bloc, parce qu'ils ont un mot valise qui est bien commode, qui n'ont jamais vu une manifestation de leur vie, sinon de leur balcon les jours de pluie, et d'autres qui l'utilisent sciemment pour semer justement cette confusion et de dire, regardez, tout le mouvement social est incapable de se structurer, en fait ils sont là pour casser, ce sont des nihilistes et ils n'ont pas de véritable revendication. Donc voilà, ce premier point étant évacué, voilà ce que je voulais vous dire. Donc ensuite, quand vous avez 150 000 personnes, bien sûr, il y avait plus de gens du public que du privé. Quoique, je vais y venir. À quoi sert-il d'essayer de s'agiter comme ça dans tous les sens, alors que la vraie force, elle est tranquille. Quand vous avez le nombre, quand vous avez des revendications qui, même si ça ennuie les gens, sont portées pour l'instant par une majorité de Français. À quoi ça sert d'avoir des petits nervis qui s'excitent et qui courent de droite et de gauche pour mettre en péril les gens? Ça ne sert à rien. La véritable force, elle est tranquille. Et regardez ce qui s'est passé le 5. Regardez les pompiers aussi, à quel point ils sont acclamés. Ils ont levé les bras. Et ils ont fait reculer les forces de l'ordre. Et du coup, c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça a fonctionné. Voilà ce que je voulais vous dire déjà. Alors, je voudrais passer maintenant à la question des retraites. Alors, les retraites, c'est évidemment quelque chose de sacré pour les Français, dans le monde entier d'ailleurs. Quand vous avez passé une vie de labeur, que vous aspirez... oui, les manifs, je suis d'accord, finalement, ça montre du nombre, mais ce n'est pas les manifs qui font changer les choses, c'est la durée aussi. Enfin, disons que les manifs, c'est d'abord un signe fort, s'il y a évidemment, et on peut dire que le 5 décembre, d'après les décomptes les plus sérieux, il y a eu, de mon point de vue, parce que j'ai fait un peu des compiles, appelé des gens que je connais sérieux, etc., on est autour de 1,2 million, 1,3 million personnes. Ça fait quand même beaucoup, 1,3 million personnes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, c'est la capacité à maintenir la pression, le nombre. Effectivement, la grève et l'autre, après, pour, contre, c'est pas le débat. Moi, je suis là pour essayer de vous donner des éléments factuels. Ensuite, la grève, effectivement, c'est le deuxième versant pour faire reculer d'abord le nombre et ensuite la capacité à mobiliser dans le temps. Alors, un bref récap j'ai pris quelques notes, mais même bien que je l'ai en tête, sur les retraites. Donc, je vous ai parlé de 91 avec le livre blanc sur les retraites de Michel Rocard. En 93, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la réforme Balladur sur l'allongement de la durée de cotisation. Ce cher monsieur Balladur, comme on disait dans Le Monde, sa courtoise suffisance,
C'est comme ça que le dessinait Plantu. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Balladur? Il a infligé au privé de manière progressive, mais maintenant on dit les 25, le calcul inclus dans le calcul les 25 meilleures années pour avoir une retraite, et passer progressivement le nombre d'annuités qui était de 37 années et demie à l'époque à 40 ans pour avoir une retraite à taux plein. Donc ensuite, vous avez eu son ami, Monsieur Juppé, le papa de tout, le papa d'En Marche en fait, hein, qui est à la fois le mentor d'Édouard Philippe et le conseil de Emmanuel Macron, et qui a imaginé un certain nombre de choses. Il a semé des petites graines qui, aujourd'hui, sont en train d'éclore avec cette réforme des retraites, bien qu'elle soit encore floue. On va essayer d'y voir clair. Donc en 95, vous aviez donc la réforme Juppé, réforme avortée, parce qu'il prévoyait d'étendre cette réforme Balladur aux agents de la fonction publique, avec la nouvelle durée de cotisation de 40 années, et vous vous souvenez des grèves. En 99, vous avez la création du Fonds de réserve des retraites par le gouvernement Jospin, Fonds de réserve pour les retraites, pour prévoir le surcoût. Et donc, ce fonds, qu'est-ce qu'il est devenu? En plus, il s'est autonomisé, je ne vais pas rentrer dans le détail, en 2001. Il est chargé de placer les actifs sur les marchés financiers pour constituer une réserve financière afin d'abonder et de pouvoir financer les retraites. Ensuite, vous avez le sieur Fillon en 2003. Il était à l'époque ministre du Travail, et il ne s'était pas attaqué aux régimes spéciaux, Fillon, mais il voulait lui aussi approfondir la réforme Balladur de 93 pour sauvegarder, disait-il, la retraite par répartition, tout en introduisant déjà un système de retraite par capitalisation. Et de toute façon, il y a ces deux systèmes, quoi qu'on en dise, cohabitent. Il y a un peu dans la répartition de la capitalisation, et dans les systèmes de capitalisation, il y a aussi des paramètres qui prennent en compte la répartition. Alors, il y a eu ensuite, en 2008, la réforme Bertrand, hein, vous vous en souvenez, sur les régimes spéciaux, la réforme Woerth de 2010, la réforme Ayrault de 2013, mais qui a été complètement avortée. Et l'idée, c'est effectivement d'atteindre ce qu'il y avait à l'époque, c'était d'atteindre les 43 annuités en 2035, mais tout ça est balayé, puisqu'aujourd'hui, on en est à autre chose. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans ce flou qui est de moins en moins artistique. Quand c'est flou, il y a un loup, comme disait l'autre. Déjà, vous avez vu deux éléments. Vous avez vu, je me suis un petit peu amusé, j'ai retrouvé un post de Marlène Schiappa que j'ai remis en ligne, qui datait de 2010, sur la réforme des retraites. Et on voit la versatilité. Ça me rappelle la chanson de Dutronc. Il y en a qui protestent, qui revendiquent et qui contestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Donc, selon que l'on est dans l'opposition ou dans la majorité, on dit exactement le contraire de ce qu'on disait la veille. Et aujourd'hui, il faut sauver les retraites, alors qu'hier, on disait on ne va pas travailler jusqu'à 80 ans. Dans un post, elle expliquait ça à sa fille, en revendiquant un arbre généalogique qui la faisait remonter à la CGT et tous les mouvements sociaux, ouvriers et syndicaux. Et voilà, donc il est toujours bien d'exhumer les différentes prises de position. Ça, c'est le premier point. Mais elle est c'est un peu anecdotique, tant c'est répandu. Le deuxième point qui est beaucoup plus embêtant, c'est la question de M. Delevoye, qui a oublié, a-t-il dit, de transmettre à la haute autorité pour la transparence de la vie publique ses liens avec le monde de l'assurance
effectivement, ça pose un problème. Alors, c'est toujours cette histoire de conflit d'intérêts. Alors, sur les réseaux, on m'a dit, mais c'est pas bien grave. Certains m'ont dit, regardez, il était administrateur d'un institut de formation. Bon. Mais si c'est pas bien grave, alors pourquoi on le dit pas en amont, puisqu'il y a une haute autorité qui est chargée de voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts, si les gens ne se sont pas enrichis de manière indue à l'issue de leur mandat. On regarde leur patrimoine, on regarde leurs fonctions. Vous avez le problème, chaque fois qu'on parle de déontologie et que cette déontologie est portée par les députés, les sénateurs, les ministres, j'ai frémi un petit peu, parce que la déontologie, vous vous rappelez de cette histoire de la déontologue de l'Assemblée nationale qui était en affaire avec l'industrie pharmaceutique, alors qu'elle devait elle-même juger de questions justement de déontologie par rapport aux liens qu'on pouvait avoir avec le monde pharmaceutique, ou encore Aquilino Morel, qui était, vous en souvenez, conseiller de M. Hollande à l'Élysée, et qui a chargé, à l'époque de l'éclatement de l'affaire Servier, qui a chargé Servier, tout en omettant de dire que lui-même était lié, d'une certaine manière, je ne vais pas revenir sur l'histoire, à l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est ça, toutes ces questions. Donc, qu'a dit M. Delevoye? Il a dit, pour se justifier, en bricolant, ensuite, premièrement, c'est un oubli. Deuxièmement, il dit, c'est un mandat que j'exerçais faiblement. Mais c'est quoi un mandat qu'on exerce faiblement? Soit on exerce un mandat, on le prend, on l'exerce pleinement. Donc ça veut dire que soit on est un peu léger, futile, je m'en foutiste. On a un mandat, mais finalement, c'est pas très important. Soit on a un problème de phobie administrative, soit on a un problème de conflit d'intérêts. Dans les trois cas, il y a un problème majeur, parce qu'on voit bien que ce qu'il y a dans cette, même si elle est floue, cette réforme annoncée de la retraite, on voit bien qu'il y a derrière la retraite par points. Et je dois vous dire que la retraite par points, c'est quand même une escroquerie. On vante souvent le modèle suédois. Alors ça, c'est le grand truc des politiques. Ils ont découvert, allez, mettons, je fais remonter ça à une 15-20 ans, je dirais, le modèle scandinave. D'un coup, la Scandinavie est devenue le nouvel Eldorado. Tout le monde ne jurait plus que par la Scandinavie, ce modèle apaisé, où il y a un consentement à l'impôt, etc. Bah, écoutez, moi je veux bien, mais il faut peut-être un petit peu connaître. D'abord, ce monde scandinave n'est pas uniforme. Deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'en France, même s'il y a un consentement à l'impôt, on soit tout à fait ouvert à rentrer dans un système aussi administré, parce que l'essentiel des revenus sont quand même captés par la puissance publique, on va dire. Voilà. Et effectivement, les Suédois, ils sont un peu déçus et ils en reviennent. Alors, je vais un peu... j'ai retrouvé mes notes, puisqu'à l'époque, en plus, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais dans des groupes de travail, on avait un petit peu bossé sur le sujet. La question du modèle suédois sur la retraite par points. Parce que c'est quand même bien ce qui inspire cet exécutif. Donc l'idée, c'est de sortir de tout, ils ont annoncé, des 42 régimes obligatoires, public-privé, de base, complémentaires, indépendants, les régimes spéciaux. Et on essaie de nous vendre ça du point de vue toujours de l'égalité. Alors l'égalité qui est pour être contre l'égalité. Personne ne peut être contre l'égalité. Premièrement, c'est déjà nier un petit peu l'histoire des métiers, les particularités, etc. Mais pourquoi pas, rien n'est immuable, on peut au moins discuter. Alors, vous vous souvenez que pendant la campagne de 2017 déjà, oui, Emmanuel Macron avait dit s'inspirer
du système des comptes notionnels. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, les comptes notionnels, hein, n'est-ce pas, suédois. Donc c'est un modèle qui est vraiment, là, pour le coup, unifié, qui a fait l'objet, au départ en tout cas, d'un consensus politique. Et la différence, c'est que les cotisations ne sont pas basées sur les salaires, mais sur les revenus. Les revenus. Quel que soit votre statut, c'est basé sur les revenus. Et donc, il y a au moins un point positif, c'est que le système, du coup, il est lisible et on peut dire il est universel. Donc voilà. Alors, quels sont les résultats de ce système? C'est ça qui est intéressant. Dans un système de points qui vous octroie donc les mêmes droits en fonction du temps que vous avez travaillé. Les carrières, mais les carrières qui sont hachées ou les carrières qui sont incomplètes. Et notamment, évidemment, on voit celles des femmes. Eh bien, elles sont, comment voulez-vous qu'elles ne soient pas pénalisées? Elles sont évidemment pénalisées. Ceux qui ont recours à du travail précaire, ceux qui ont recours à du temps partiel, donc ceux qui ont connu des périodes de chômage, ceux qui ont eu des problèmes d'accidents dans leur vie, ceux qui ont dû faire des études plus longues, ceux qui ont dû changer de boulot, parce qu'on nous dit qu'il faut être mobile, etc., qui ont dû faire de la formation. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils accumulent moins de points. Ça, c'est le premier problème. Alors, il y a, évidemment, on nous dit, il y a des mécanismes, c'est ce que nous a dit le Premier ministre, nous l'a susurré, il nous l'a assuré. J'ai entendu ce week-end sur différentes radios, les ministres volaient un petit peu au secours, Emmanuelle Wargon, qui est plutôt quelqu'un qui pense bien, qui est assez franche par rapport à un certain nombre de ses collègues. Mais on voyait bien qu'elle était un petit peu embêtée pour expliquer cette réforme qui est pour l'instant dans le flou. Donc elle parlait, elle aussi, ou le Premier ministre, de mécanismes de compensation pour mettre en place ce truc-là. Alors, j'ai retrouvé l'étude qui est parue en début 2017 en Suède. 92% des femmes suédoises, avec la mise en place de cette réforme, y ont perdu. Et 72% des hommes, 92% des femmes et 72% des hommes, ça c'est la réalité. Alors, le grand principe de ce système, c'est que, en vérité, il est censé s'auto-équilibrer de façon automatique, c'est-à-dire que le niveau des pensions est censé s'ajuster annuellement en fonction du montant des cotisations qui ont été collectées, et donc de l'emploi et du niveau de croissance. Donc, lorsqu'il y a moins de croissance, les retraites baissent, et c'est arrivé plusieurs fois, 2 fois au moins en Suède depuis 20 ans, et donc ils ont imaginé un système de lissage qui permet d'atténuer ces mouvements à la hausse et à la baisse, mais il n'est pas question de transférer la dette, évidemment, aux générations suivantes, et on reviendra un petit peu sur la dette. Donc, est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Alors, il y a eu pas mal de ponts qui ont été faits entre la Suède et la France, entre les syndicats, etc., pour voir comment ça fonctionnait, pour voir comment corriger les effets pervers de ce système. Mais même si l'objectif, ce n'est pas de faire des économies en modifiant les paramètres, notamment les paramètres d'âge, de départ à la retraite, de cotisation ou de pension, parce qu'on voit bien qu'il y a uniquement 3 paramètres sur lesquels on peut agir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement a fixé une enveloppe qui est 14% du PIB, du PIB, 14% du produit intérieur brut. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mettre en place les mécanismes de compensation, de lissage que vous voulez. S'il y a une baisse, de toute façon, ça sera compensé dans la limite du paiement des pensions pour 14 points
du produit intérieur brut, c'est-à-dire, pour ne pas être trop compliqué, de la richesse produite chaque année en France. 14%, quoi qu'il arrive, donc on n'ira pas plus loin. Alors, on voit tout de suite le troisième problème, c'est que on ne pourra pas uniformiser toutes les règles pour tous les Français, et donc on ne pourra pas corriger mécaniquement tous les effets de cette réforme, et notamment s'il y a une baisse. Il est complètement illusoire d'imaginer en fait que, en remplaçant un mode de calcul qui est basé sur les 25 meilleures années dans le privé et les 6 derniers mois d'activité dans le public par un système à points, complètement illusoire de penser que toutes les carrières hachées, heurtées, incomplètes pourront être compensées. Parce que si l'exception devient la règle, ben ça va coûter beaucoup plus cher que le système actuel déjà, et on voit bien qu'on ne pourra pas contenir cela dans la limite des 14 points du produit intérieur brut. Donc tout le monde va être pénalisé par rapport à ça, et la retraite par points, ça serait sans doute la pire des choses, parce que déjà qu'avec les 25 années, c'est compliqué. Si on prend en compte tous les revenus, si on prend en compte en fait l'essentiel de la carrière, on va aller vers la précarisation, et c'est la fin du système par répartition. Parce qu'en plus, quand on regarde la pyramide des âges, si on ne touche pas en plus, si on ne veut toucher aucun paramètre et qu'on veut faire de la magie ne sera pas opérante. Alors voilà, dernier point, le problème, si vous voulez, c'est que pour être compris, un système doit être simple. Et on verra, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attendons l'allocution du Premier ministre mercredi, mais si on fait des exceptions et qu'on met en place des mécanismes, premièrement, on ne voit pas bien à quoi ça sert. Deuxièmement, on ne voit pas, dans la limite du 14 points de PIB, comment on peut s'en sortir. Et troisièmement, on ne voit pas comment on peut, avec ce système complètement d'usine à gaz, essayer d'avoir de la lisibilité. Et ça va être très difficile. Je pense que le gouvernement va se mettre à dos l'ensemble des Français avec ce système. Voilà. Attendons mercredi. Dernière chose que je voulais vous dire, après je prendrai quelques questions. Il y a beaucoup de gens au gouvernement, et j'ai vu aussi des tweets de La République En Marche, ou des posts, ou des campagnes de pub, qui continuent d'opposer nos concitoyens les uns contre les autres, salariés contre patrons, et je reviendrai sur la notion de patron, parce que pour moi il y a des véritables entrepreneurs, pas les types du CAC 40 qui sont dans la finance internationale, etc., des gens qui rament, et notamment les PME et les TPE, qui sont 99% des entreprises françaises, publiques contre privées, donc qu'on ne compte pas sur moi, je l'ai dit, pour taper sur différentes catégories de la population, parce que quand on voit aujourd'hui l'état déplorable de nos services publics, quand je vis dans un petit village le plus possible, au fin fond de la Normandie, qui a perdu sa gendarmerie, qui a perdu, on a perdu un hôpital à côté, qui a perdu tout service public. Il reste encore un petit bureau de poste qui est encore ouvert jusqu'à midi le samedi, et encore une école. Encore une école. Si on continue comme ça de taper sur les services publics, on voit bien vers quoi on va. On va vers, ça ne veut rien dire une privatisation, à la limite. S'il y a de l'efficacité et qu'on abandonne un peu les statuts, mais on dit voilà, on ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas tout faire, ce que tout le monde comprend, mais il y a des mécanismes de délégation, de services publics, et regardez, ça marche. Non, là, c'est un démantèlement qui est fait au bénéfice, finalement, d'un certain nombre, on le voit sur la retraite, de fonds de pension, d'assureurs, qui sont là. C'est un marché de plus de 300 milliards qui veille comme ça,
le crocodile dans le marigot. On le voit déjà quand vous avez des problèmes de santé. On vous envoie dans des cliniques qui sont gérées par des mutuelles. Ça m'est arrivé à dire « Ah non, mais il faut aller dans telle clinique. » Ah bon, ok. Et on vous dit « Non, mais c'est tout pris en charge. » Et puis après, vous devez payer l'anesthésiste réanimateur. Ah bah oui, on vous a pas dit. Ah bah non, on m'a pas dit. Vous devez payer le type. Vous devez payer de la main à la main le type qui vous a opéré, etc. Parce que, bon, voilà comment ça se passe. Et vous avez vu que tout est limité, les dents, les lunettes, puisqu'on avait droit jusqu'à 150 €, mais ça va passer à 100 €. J'ai vérifié l'information. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir, c'est déjà le cas, vous me direz, mais ça va s'amplifier, une médecine et des services publics à plusieurs vitesses. Et donc, on ne compte pas sur moi. Et c'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui. Dans cette réforme des retraites, on veut opposer les Français les uns contre les autres. Mais donc, je ne dis pas qu'il y a de système miracle, mais voilà, aujourd'hui, où on en est. On est en train de vendre à l'encan, morceau par morceau, tout ce qui fonctionnait dans notre pays. Bien sûr qu'il faut l'amender, bien sûr que rien n'est figé, mais ça commence comment? Donc j'ai dit la gendarmerie. Aujourd'hui, quand vous êtes en zone rurale ou dans la périurbanité, vous êtes pas moins d'une demi-heure du premier poste de police, la première gendarmerie en tout cas. Et si vous avez un cambriolage, un problème, etc., vous pouvez crever. Vous êtes entre une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes à peu près, des premiers hôpitaux, des premières urgences. Vous n'avez plus de bureau de poste. On ferme les lignes de SNCF, les lignes SNCF, au motif qu'elles ne sont pas rentables et qu'il n'y a plus assez de gens pour les emprunter. Et ensuite, on vient nous parler d'aménagement du territoire, parce que, n'est-ce pas, il y a 80% de gens qui vivent sur 20% du territoire, et que, alors que quand les élus ont dit territoire, ils ont tout dit. Territoire, ça ne veut rien dire. Il y a simplement des mégalopoles qui sont des villes dortoirs et des villes où on bosse, et qui n'arrêtent pas de grossir avec des vies quand même un petit peu compliquées. Et il suffit de traverser la France en TGV ou en voiture, vous voyez que c'est un grand désert qui ne fait que croître et mourir petit à petit quand vous rentrez dans les villages, dans les petites villes, et que surtout quand il y a une nationale qui les traverse, vous êtes dans la misère absolue. Donc voilà la société vers laquelle on va, et on y va en klaxonnant. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Donc aujourd'hui, justement, je pense que ça ne sert à rien d'essayer d'affronter, de faire s'affronter public et privé, parce que diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde, et qu'avec ce genre de réforme de retraite, si c'est vraiment le cas, et si c'est vraiment la retraite par points, tous les Français seront lésés, parce qu'en plus, je vous dis, quand c'est calculé sur le PIB, il faut bien mettre une enveloppe 14, 13, 12, aujourd'hui on est plutôt à 16% du PIB. Si on est à 14%, s'il y a une chute, vous avez un big problème. Voilà. Et les Suédois sont là pour nous en parler. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors après, effectivement, il y a la retraite par capitalisation, il y a des fonds qui ont été créés, et notamment Lionel Jospin, ou alors même la Préfonds, qui est une association qui existe depuis longtemps. Le problème, c'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que dans ce fonds là, créé par Jospin, c'était 195 millions d'euros qui avaient été investis, où ça, chez les Lehman Brothers, qui a fait faillite. Bon, alors on dit on va récupérer les fonds, etc. Bon. Vous voyez un petit peu le problème. Aujourd'hui, j'ai fait un long thread et je ferai un live sur le sujet avec des banquiers, s'ils acceptent de parler, sur la création monétaire, pour bien comprendre que nous sommes dans un système captif, que ce sont les banques qui créent de la monnaie, alors que les banques centrales ne créent que 10% de la monnaie. 90% de la monnaie est créée par les banques commerciales, et que ça sera un autre sujet, je ne veux pas, parce que ça serait trop long, et donc on est dans une espèce de fuite en avant, sachant qu'aujourd'hui la dette n'est pas remboursable, qu'elle est de plus de 1000 milliards officiellement, mais en réalité, si on compte tout, le hors-bilan, les retraites, les collectivités locales, le parapublic, etc.,
on serait entre 7 et 8 années de produit intérieur brut. Je ne sais pas si vous imaginez ce que signifie 8 000 milliards de dettes. C'est-à-dire aujourd'hui, le service de la dette est pratiquement le premier budget de l'État. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on ne paye que les intérêts de la dette. Cela signifie que si vous empruntez, par exemple, vous faites du crédit revolving, pour donner une image, vous allez payer petit à petit, vous empruntez, vous n'arrivez tout juste, à rembourser les intérêts de ce que vous devez pour votre prêt et vous ne commencez jamais à rembourser le capital. Aujourd'hui, il faudrait 1000 ans pour rembourser la dette. On fera un sujet là-dessus, un live là-dessus. Mais donc, ce n'est pas la question, c'est pas du tout la question. La question, c'est d'ouvrir, premièrement, le marché, évidemment, à des fonds. La deuxième question, c'est de flatter un électorat qui est tout petit, mais de continuer de le stabiliser, on va dire, autour de 16% des inscrits, entre 16-17% des inscrits. C'est un électorat qui s'est déplacé assez largement vers la droite, assez largement vers les personnes les plus âgées, qui ont eu peur avec tout ce qui s'est passé depuis un an, avec les chaînes mainstream qui sont là pour vendre, pour faire le service après-vente, et qui ont voté pour l'ordre et la sécurité. Donc les premiers de cordée, c'est ça. En réalité, les vrais premiers de cordée se sont déjà tirés, ils sont déjà ailleurs, ils ne sont plus en France. Et donc, c'est ces types-là qui sont un peu ces cadres sup, un peu ces gens qui sont issus d'écoles de commerce, qui trouvent ça très bien, etc. Et qui, cette nouvelle génération-là, qui s'en fout en fait de la solidarité, pour qui la France n'est pas forcément un pays, mais une zone de chalandise, une zone où on peut faire des affaires, une zone apatride, je l'ai dit et je le maintiens. Et donc voilà où nous en sommes aujourd'hui, et c'est la fin de toute solidarité. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est pas du tout, évidemment il y a un problème de financement des retraites. Il faut traiter la question, mais il faut la traiter de façon juste. Et là on voit bien que attendons, mais on voit bien que la direction que l'on prend, déjà quand vous dites, j'ai vu ce qu'a dit, l'interview qu'a donné le Premier ministre au JDD. Il dit par exemple, mais il a dit plusieurs fois, c'est une retraite qui va corriger les choses, une réforme qui va corriger les choses de manière extrêmement positive. Bon, c'est la première partie de son exposé. Que dit-il dans la seconde partie de son exposé? C'est comme s'il scindait la phrase en deux. Il dit oui, mais, nous allons le faire de façon progressive pour ne pas que ce soit trop brutal. Alors, excusez-moi, c'est là où les limites du en même temps. Si c'est une réforme tellement juste, tellement géniale, etc., pourquoi on attend? Il faut que ce soit brutal. Si vous faites du bien, il faut que ce soit brutal. Pourquoi attendre des années pour imposer ou pour vendre une réforme que tout le monde demanderait dans la liesse, dans la joie et dans la bonne humeur? Donc vous voyez, on a raison d'être un petit peu inquiet. Voilà, je m'arrête ici. C'était un peu long. J'étais évidemment un peu dans un monologue, mais je voulais poser un certain nombre de paramètres pour vous permettre de réagir. Voilà, et maintenant je me tais et je vais prendre vos questions. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est des problèmes un peu complexes, mais on ne peut pas les balayer comme ça. Alors, savoir si l'on va en finir ou non. Ben oui, c'est bien toute la question, Geneviève. Est-ce qu'on va en finir avec ça? Donc l'Union européenne, oui, l'Union européenne, c'est tout à fait la question. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a beaucoup de sites, notamment Check News, dans l'IB, qui dit non, c'est pas vrai. Alors, parce que c'est Marine Le Pen qui l'a dit un jour, mais en fait, tous les juristes et tous les députés européens, j'en discutais encore avec Agnès Evren, il n'y a pas de secret, que je connais de longue date, qui était le deuxième de la liste là, avec Bellamy, qui vient de se faire élire députée européenne, me dit mais
c'est la folie, tu verrais le truc. C'est la commission qui décide tout. Et donc, vous avez, comme ça, vous votez comme un malade, quoi. Vous avez des trucs, vous appuyez, etc. Mais comment voulez-vous que ça se passe autrement? C'est la tour de Babel, ce truc. Donc, effectivement, vous avez autour de 80% des directives, mais pas seulement des directives, pas seulement, il y a aussi les règlements, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont directement reproduits, instillés, installés, repris dans le droit français, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc vous avez des réformes d'inspiration, on dit néolibérale, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Ça va en tout cas dans le sens de la déréglementation. Le sens de la déréglementation. Et pourquoi ça va dans le sens de la déréglementation? Parce que à Bruxelles, je vous invite à aller à Bruxelles, à Strasbourg, mais notamment à Bruxelles, vous avez des tours et des tours, et des bureaux où les lobbies ont complètement pignon. C'est une activité tout à fait légale, tout à fait une vitrine tout à fait acceptée, et chacun, tous les groupes, industrie, la pharmacie, les pesticides, l'agroalimentaire, le pétrole, vient faire son marché et vient convaincre, c'est le mot sympa, on pourrait dire aussi corrompre les députés européens, et ensuite vous avez des réformes qui sont directement issues de ces lobbies qui sont hyper puissants, avec du chantage évidemment à l'emploi, et qui ne recherchent en rien l'intérêt général. Voilà. Et Thierry Breton en est par exemple, on est un des exemples, un des archétypes tout à fait représentatifs. Pardon pour la tautologie. Voilà, les gopés, tout à fait d'accord. Alors moi je vais prendre quelques questions. Pourquoi il s'acharne sur un système de retraite qui marche pas mal? Alors effectivement, pour les raisons que j'ai exposées, parce qu'aujourd'hui, il y a la volonté de démanteler quand même les services publics, parce qu'on veut pouvoir présenter un bilan, premièrement, qui soit plus acceptable en termes de déficit, et deuxièmement, parce que vous voyez qui a porté ces gens-là au pouvoir. Ben, quand vous répondez à la deuxième question, qui a porté ces gens-là au pouvoir, ben, vous voyez, effectivement, vous comprenez pourquoi l'ennemi, c'est le service public. Et pourquoi c'est le service public? Parce qu'il y a des pans entiers qui, au cours de notre histoire, ont été véritablement sanctuarisés, qui sont interdits à des fonds, qui sont interdits à des fonds de spéculation. Voilà, on peut pas, c'est sanctuarisé. Et chaque fois qu'on ouvre un petit peu plus la brèche, évidemment, un fonds, ça vous met un secteur par terre en 5 ans. En 5 ans, ça vous prend une entreprise, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec 5%, vous pouvez diriger le capital, vous pouvez diriger toutes les en bourse, vous faites des raids, 5%, vous dirigez, ils veulent la laisser à 3%, vous pouvez prendre pas mal de décisions, et donc voilà quoi. Et vous mettez ensuite en place des dirigeants qui sont sans scrupules, qui font ça très bien, et qui, eux, peuvent avoir des stock options qui se payent comme ça. Et donc, pour première période, on coupe dans la communication, le marketing, etc. Deuxièmement, dans la recherche et le développement, on veut toujours plus de rentabilité par an. Et au bout de 5 ans, on a vidé l'entreprise, elle ferme ses portes, bye bye, au revoir, et on a pris un pan entier. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous le savez, ça. Alors, ensuite, beaucoup de questions que j'ai vu passer. Allez-y, n'hésitez pas. On va prendre encore un petit peu de temps. Alors, BlackRock, où j'ai commencé à lire, c'est vrai que, bon, j'ai pas encore tout lu là, mais c'est vrai que c'est assez troublant dans les préconisations qui avaient été faites, mais c'est un peu, finalement, j'allais dire, vous voyez, il y a encore un secteur où l'assurance n'a pas réussi à rentrer, mais elle rogne progressivement, l'assurance, les banques, etc. Et en fait, l'assurance et les banques, aujourd'hui, c'est un petit peu le même métier. Quand vous êtes banquier, vous êtes assureur, et quand vous êtes assureur, vous êtes banquier. Et donc, c'est finalement aussi ce que disaient les Gilets jaunes. Bon,
pour moi, c'est l'histoire la manifestation d'un pays qui ne veut pas disparaître. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. Mais je vais lire un peu plus BlackRock parce que j'ai beaucoup de choses en cours en ce moment, mais ce que j'ai commencé à lire m'a beaucoup intéressé. Et bon, c'est un peu, j'allais dire, il y a beaucoup de think tanks qui font ce travail-là, qui vont dans ce même sens. Alors oui, sur l'histoire d'Odile, je vais en dire un mot. C'est la dernière fois de ma vie que je fais une cagnotte. Je l'avais fait pour Jérôme, quand, le jour même, etc. Là, j'ai vu l'histoire de cette dame, et donc il fallait lui payer, n'est-ce pas, un gâteau d'anniversaire ou, on va dire, un nouveau fauteuil roulant. Et puis il y a un type que je ne connaissais pas, le baron rouge, je ne sais plus quoi, je ne sais plus son nom, parce que j'ai dit si quelqu'un veut s'y coller, donc il a créé une cagnotte sur PayPal, et on m'a beaucoup interpellé en message privé, des gens qui m'ont dit, mais attention, ce monsieur a déjà fait une cagnotte pour les identitaires, une cagnotte pour je ne sais pas quoi. Donc, moi, quand on fait des collections de cagnottes comme ça, donc cette dame, vous allez sur Odile Morin, sur mon Facebook, elle a fait un message, et il faut, si vous voulez l'aider, passer par son association, et c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans les griffes de personnes peu scrupuleuses. Voilà. Alors, croyez-vous que le gouvernement reculera s'il a... Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a premièrement la masse. Deuxièmement, combien de divisions, quoi, hein. Si vous avez 3 pelés, un tondu dans la rue, ça ne marche pas. Deuxièmement, effectivement, le deuxième paramètre, c'est le temps, la grève. C'est ça qui bloque une économie. Évidemment, si ça dure trop longtemps, on peut imaginer que le gouvernement reculera. La question qui se pose aujourd'hui, c'est quel sera le jeu des syndicats, parce que depuis les Gilets jaunes, je dirais que c'est pas nouveau, hein, mais depuis les Gilets jaunes, ça s'est accéléré. J'ai discuté avec beaucoup de gens, le 5, syndiqués, et beaucoup de Gilets jaunes qui étaient là aussi, qui en avaient après leur direction, et qui disent cette fois on ne se fera pas rouler, on ne veut plus voir nos patrons, notre direction, dire on a gagné, on a tout obtenu, et puis quand on se rend compte après qu'en fait on n'a rien gagné du tout. Donc je pense que le nouveau paramètre, c'est celui-ci, c'est la capacité de la base à tenir, plus que les syndicats eux-mêmes, la tête des syndicats. Ça, c'est l'élément nouveau. On va voir. Après, il va y avoir beaucoup de... Je pense que l'allocution du Premier ministre sera très soignée dans les éléments de langage. Ils sont en train de caler tout ça. Je ne suis pas sûr que ça suffise, on verra bien. Et on verra quel sera au moins le périmètre de cette réforme, même si on peut l'imaginer. Ne parlons pas à la place des gens. Alors, source wiki, voilà, c'est ce que je vous disais sur l'Union européenne. C'est toujours la même histoire, hein, parce que le lobbying, on pourrait croire que ça ne marche pas, mais le lobbying, ça marche. Moi, je vous en ai parlé plusieurs fois. Prenons l'exemple des laboratoires Servier. J'en ai parlé une fois. Les laboratoires Servier, qu'est-ce qui se passe? Ils vendaient. C'est un bon exemple. On a reçu plusieurs fois la lanceuse d'alerte qui a dévoilé ce scandale au grand public. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'essentiel des médicaments qui sont de la poudre de perlimpinpin, des placebos. Et le fondateur, M. Servier lui-même, disait, mais c'est important le placebo. Ça fait partie de la thérapie des gens, etc. Voilà. C'est comme ça, premièrement. Deuxièmement, donc en tout, il doit y avoir 2-3 médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité. Mais le placebo, c'est pas grave. C'est un peu comme quand vous achetez des pilules d'homéopathie, alors que je ne dis pas que l'homéopathie, ça ne marche pas, mais ça doit correspondre à des protocoles bien particuliers. Ce n'est pas en prenant une pilule comme ça que vous allez régler le truc. Donc, ce sont des placebos, ça c'est une première chose. Mais la chose la plus grave, c'est que vous avez des médicaments qui sont des pilules de mort. Hein. Et donc, comment ça se fait? Premièrement, vous avez du lobbying avec des dîners
somptueux qui réunissent tous les ministres, et notamment tous les ministres de la Santé, toutes tendances confondues. Des avocats, des magistrats, des industriels, des députés, des journalistes, des patrons de chaînes, de radio et de télé, etc. Et donc, dans un bel hôtel particulier à Neuilly, ah, comment allez-vous? Vous êtes extraordinaire, on vous donne la Légion d'honneur, vous ne vieillissez pas, monsieur, c'est extraordinaire. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en faisant ce lobbying, quel est le premier effet? Le premier effet, c'est que vous êtes un tibia. Le deuxième effet, c'est que vous allez avoir vos molécules et vos médicaments qui sont hyper bien remboursés par la sécurité sociale et à des tarifs exorbitants. Troisièmement, ça va vous permettre d'être présent dans l'agence du médicament, par exemple, et de à la fois bloquer les alertes quand vous avez des alertes qui viennent du terrain en disant attention, on a des effets secondaires, etc. Et surtout, vous pouvez continuer, notamment via une commission, la commission d'autorisation de mise sur le marché, vous pouvez continuer à commercialiser vos pilules de mort ou votre poudre de perlimpinpin et vous faire rembourser. Et c'est nous tous qui payons. Et après, on dit la sécurité sociale est en déficit. Voilà comment ça marche. Ça marche uniquement comme ça. Et ça, le lobbying, il est hyper puissant. Quand vous avez... Alors, il y a du chantage à l'emploi, mais c'est pareil pour les produits chimiques. C'est la même chose... alors, dont on connaît la dangerosité, par exemple, je vais pas... des engrais, je ne vais pas citer de marques parce qu'on les connaît tous, bon, on va arrêter avec les marques, mais voilà, le problème c'est que quand vous faites du lobbying, vous avez X milliers d'emplois en Europe, et que vous dites si c'est ça, je me tire et j'ouvre une boîte ailleurs, ben, c'est quand même compliqué quand on est un homme politique et qu'on a une usine ou un siège social dans sa circonscription, de dire je m'assois pour des questions écologiques ou des questions d'intérêt général sur X emplois. Voilà toute la difficulté du problème, de la question, et voilà pourquoi il faut sortir. Il y a un truc très simple, je l'ai dit plusieurs fois, sortir, empêcher les conflits d'intérêts. Et si vous pouvez passer de la police à la justice, en étant député du public au privé, vous faites un carnet d'adresses parce que vous sortez dans la botte des grandes écoles, vous êtes à Bercy, c'est super, etc. Et ensuite, vous faites une carrière dans le privé avec le carnet d'adresses et les réseaux de l'État. Évidemment, ça conduit à des collusions et au final à de la corruption. C'est d'une simplicité, j'ose dire, biblique. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, mais ça fonctionne très bien comme ça. Tout le monde qui est dans le secteur vous le dira. Et c'est le problème des institutions européennes. Problème numéro 1. C'est un secret de polichinelle. Alors oui, la loi... Là, il faudrait faire un live aussi sur la loi Giscard-Pompidou-Rothschild, qui a été effectivement un des points de départ. Mais j'allais dire, qu'est-ce qu'un pays qui n'a pas de souveraineté monétaire? Le problème, on dit, vous êtes dans des critères qui sont imposés par différents traités, notamment par le traité de Maastricht, qui sont complètement bidons, mais bon, peu importe. Vous avez ces critères-là. Vous avez de la création monétaire qui est faite par des banques. Je répète, 10% de l'argent en circulation, c'est la Banque Centrale Européenne qui le fait, en Europe. Mais 90% par les paiements carte bleue, par les chèques, etc. Vous créez de la monnaie. Moi, je dépose 100 €. La banque me prête 80 €. Donc les 100 €, ils existent. Les 80 €, je les dépense. Et ces 80 €, en les dépensant, en les remettant sur un compte, ils vont resservir à nouveau pour 60 €.
à financer un nouveau crédit pour une autre personne, et ainsi de suite. On est un peu dans des pyramides, un peu à la Ponzi. Normalement, quand vous remboursez, ça doit s'annuler, sauf que s'il y a trop d'argent en circulation, je l'ai déjà expliqué, les prix s'envolent, les prix explosent, et que vous n'avez rien dans le bilan à mettre en face, vous n'avez plus parce que la richesse, ce n'est pas l'argent que vous créez, mais ce sont les biens et les services et les produits, évidemment. Et donc, quand vous avez cette distorsion, ça arrive à quoi? À des bulles spéculatives, comme ça s'est produit aux États-Unis dans l'immobilier avec les subprimes. Et donc, quand vous allez voler au secours des banques, on dit on vole au secours des Français, on a sauvé les Français de la faillite. Et non, vous avez sauvé les banques, vous n'avez pas sauvé le système, vous n'avez pas sauvé les Français qui, premièrement, comme je ne vais pas rentrer dans la technique là non plus, vous avez BAL 3 et vous avez donc des directives, et vous avez aussi le fait que vous ne pouvez pas emprunter plus. Chaque fois que vous empruntez, vous devez avoir 10% de fonds propres. Je ne vais pas rentrer dans les détails bancaires qui sont hyper techniques et hyper complexes. Globalement, les banques sont bloquées pour prêter, parce qu'on vous rend des logiciels, on vous rentre chaque fois que vous voulez emprunter pour un bien ou pour vous loger, etc. On vous dit vous êtes surendetté, donc vous ne pouvez pas emprunter. Sauf que au niveau de l'État, on continue d'emprunter. Pourquoi? Parce qu'on est dans une espèce de folie. On crée sans arrêt de l'argent qui n'existe pas. On vend de la dette. On vend de la dette. Et je reviendrai après sur les marchés financiers. C'est Bercy qui fait ça très bien. Et il y a des séances pour de la vente à court terme et des séances pour de la vente à long terme. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure avec des adjudications et des banques commerciales qui achètent de la dette française. Et si c'est comme le disait un des spécialistes, on m'a passé la vidéo qui était assez extraordinaire, c'est un mécanisme simplissime, la création de la monnaie, mais hyper compliqué à admettre. Pourtant, on est bien dans ce carcan, donc vous êtes dans cette fuite en avant. Tous les Français, tous les citoyens sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas emprunter, mais en revanche, l'État peut continuer à emprunter, continuer à vendre complètement nos actifs et notre dette sur les marchés financiers, ce qui obère en même temps les capacités à réinjecter de l'argent où on en aurait besoin. C'est ce que disait, peut-être c'est la chose la plus intelligente qu'il ait dite, François Fillon: je suis à la tête d'un État en faillite. Mais le problème, c'est que, les hommes politiques n'ont jamais imaginé pouvoir et devoir un jour rembourser la dette, et 2, ils ne font rien pour en sortir et pour récupérer cette souveraineté monétaire qui permettrait un petit peu d'influer sur les choses, parce que de toute façon la dette ne sera pas remboursée. Personne ne pourra rembourser la dette. C'est dans le système aujourd'hui de la financiarisation internationale et de la mondialisation, personne ne pourra rembourser la dette. Et c'est important, par exemple, d'avoir un peu de marge de manœuvre, parce que si on dit l'inflation, vous avez le dogme, surtout pas l'inflation, mais quand vous avez un peu d'inflation et que vous avez un petit peu, vous tirez la langue, etc., par un petit peu, bien sûr, il faut la maîtriser, mais par un petit peu d'inflation, vous pouvez rattraper les salaires, vous pouvez rattraper un prêt qui vous coûte trop cher, etc. Mais si vous êtes dans un carcan avec des salaires qui ne bougent pas, une monnaie sur laquelle vous n'avez aucun début d'effet levier, ben vous subissez les normes de Maastricht, vous subissez les normes de la finance internationale, je simplifie un peu, et vous subissez l'État dépensier qui ne dépense pas l'argent où il faudrait. Je rappelle quand même, juste pour mémoire, qu'en France, nous avons pas loin de 600 000 élus. 600 000 élus. Ça vous donne une petite idée. Voilà. À qui doit-on rembourser la dette? Ça, c'est au marché financier, c'est-à-dire ce sont les banques vous avez une agence qui s'appelle France Trésor, qui est à Bercy, en fait, avec des hauts fonctionnaires, qui vendent le jeudi, le lundi, de la dette, et cette dette, on doit être à 37 000 € aujourd'hui, je pense, par Français, est vendue sur les marchés financiers. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où je vous parle, là, chaque seconde qui s'écoule, on doit dépenser
On est je ne sais plus quel est le 2200 ou 2600 euros chaque seconde qui passe, la France s'endette de 2500 euros, quoi, pour faire une moyenne. Vous voyez un peu, c'est vertigineux. Et comme, même si les intérêts sont bas, même si on emprunte, aujourd'hui il y a des taux négatifs, parce que l'État emprunte à des taux négatifs, il y a des intérêts à payer, etc. On est dans une course folle, c'est le principe du revolving, hein. Et donc aujourd'hui, on arrive tout juste à payer, et même pas, le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts de la dette. Voilà. C'est vraiment fondamental de comprendre qu'en fait, nos marges de manœuvre par rapport à ça, elles sont infimes, et que si on reste dans ce carcan, finalement, on ne pourra pas s'en sortir, et que si on reste dans ce carcan, il faut que toute l'économie, finalement, soit financiarisée, privatisée et démantelée, parce que vous ne pouvez pas être dans une économie comme ça, de la finance, pour le dire un peu rapidement et de manière un peu osée, mais c'est quand même un peu ça, ouvrir des tiroirs sans arrêt. Vous ne pouvez pas être dans ce type d'économie et continuer à sanctuariser des pans entiers de l'éducation nationale, l'hôpital. C'est comme ça que ces gens réfléchissent. C'est toujours vu comme une source de dépenses, et sauf que quand les gens ont un problème, la première chose qu'ils font, c'est d'aller à l'hôpital public et aux urgences. Sauf que le train, tout le monde le prend. Alors qu'après qu'il faille faire des efforts et regarder les différents régimes, etc., ok, pourquoi pas, mais des réformes justes, pas des réformes qui vont nous vendre au marché financier. C'est ça qu'ont bien compris les gens. C'est vers ce type de société, aujourd'hui, que l'on se dirige. C'est ça qui fait peur. Voilà, les amis. Alors, je vais prendre quelques questions. Et oui, 2008, l'argent n'est pas allé aux commerçants, ni aux artisans, ni aux professions libérales. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, les SVT, ça c'est extraordinaire. Les valeurs du trésor. La réforme de Pôle emploi. Ok. La bulle va bientôt exploser. On verra. Pour l'instant, on ne sait pas. Répudier la dette comme la Russie. De toute façon, je l'ai dit un peu de manière cavalière dans un tweet, je ne vois pas comment, à part faire un bras d'honneur au système financier, dire on ne paiera pas la dette, on récupère notre souveraineté, on fait une pause sur la communauté européenne, et on regarde ce qu'on a signé, et puis bye bye, ciao, vous ne reverrez plus. Je dirais pratiquement un Frexit dur. Ils vont faire quoi, les banques? Ils vont requérir la force publique, envoyer l'armée. Ils vont vous envoyer quelle armée? À un moment, je pense qu'on est dans un système qui nous a servi. Encore une fois, si vous calculez, je ne sais pas si vous voyez, 37 000 euros de dette par citoyen français. Au moment où on parle, là, 2000 euros par seconde, 2500 euros par seconde, depuis le début de ce live, c'est des centaines de milliers d'euros qui ont augmenté, qui sont allés se verser dans la dette, qui est vendue sur les marchés financiers. Vous voyez, quand même, sans être spécialiste, quelle est un petit peu l'étendue du problème. Donc, en fait, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas être dans un système financier avec une superstructure au-dessus qui s'appelle Communauté européenne et Commission européenne qui dérégule et qui déréglemente en prétendant rester avec des secteurs complètement sanctuarisés. Ça ne peut pas marcher parce que c'est l'eau et le feu, c'est une chose et son contraire. On est à la fin d'un système. Alors soit on en sort et on dit voilà la France, on a envie de vivre comme ça, etc. Mais je ne pense pas que ce gouvernement, évidemment, le fera. Soit on va avoir de sérieux problèmes puisque on est dans une opposition totale. Ça c'est sûr, c'est évident. Alors ensuite, la force, oui, la force c'est nous. La
Enfin, c'est essayer de faire comprendre ça, mais c'est un long travail. Et puis c'est vrai que... Alors, une autre question aussi, les amis, de grâce, n'allez pas sur les sites internet, regardez les simulateurs, etc. Il y a plein de simulateurs pour calculer votre retraite et tout. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas les contours de la réforme, on ne saura rien, ça ne sert à rien. Deuxièmement, il faut voir qui fait ces simulateurs. Hein, que si ce sont des assurances qui vont faire ces simulateurs, regardez bien qui vous les vend, qui vous les propose. Évidemment, à la finale, un mois après, on va vous proposer une complémentaire, etc. Donc, c'est comme quand vous avez un petit bobo et que vous dites « Ah, j'ai regardé, j'ai une maladie très grave de la peau ou j'ai le cancer. J'ai regardé sur un site internet. » Non, vous avez un bobo, vous allez voir le médecin. Hein. Donc là, c'est pareil. N'accordez aucun crédit, c'est le cas de le dire, aucune confiance à ces trucs-là. Hein. On n'a pas les chiffres, on n'a pas la durée, on ne sait pas l'étendue de la réforme, on ne sait pas qui sera concerné encore, etc. On a une bonne idée quand même, générale, mais on verra. En attendant mercredi. Allez, encore 2-3 questions, et puis il faut que je m'y remette. La même situation que sous Louis XVI. Alors ça, ce qui est sûr, c'est que on peut faire toujours des anachronismes historiques, mais il est clair qu'avec cet exécutif, en tout cas, et les différentes personnalités, il y a eu une façon désinhibée, je dirais, d'assumer le fossé entre le peuple et les représentants. Et si je devais faire comparaison les paraisons, mais puisque vous me demandez une analogie, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils veulent du pain, qu'on leur donne de la brioche. C'était Marie-Antoinette. Et là, c'est finalement les gens qui ne sont rien, les illettrés, les factieux, les séditieux, etc., etc., etc. Donc, toutes ces personnes, si vous voulez, c'est une espèce d'arrogance, quoi, hein, de mépris. D'ailleurs, le 5 décembre, quand j'ai parlé avec des dizaines, voire des centaines de gens, c'est le mot qui revenait le plus régulièrement, le plus souvent, le mépris. Le mépris, voilà, cet exécutif méprise, ces gens nous méprisent. Alors oui, il y a, on ne coupe plus les têtes et c'est heureux, mais il y a quand même, effectivement, les premiers de cordée qui se vivent comme tels, et le bas peuple qui n'a que pour bosser et yettaru sangue, comme disent les Siciliens, cracher le sang, et cette dichotomie, c'est plus un cap, c'est une péninsule, ça se creuse tous les jours, et donc il y a la réalité des faits, mais il y a aussi la forme. Cette forme est revendiquée, et c'est ce qui fait aussi très très mal aux gens, cette manière d'aborder les questions. Il est vrai que Édouard Philippe est quelqu'un de plus rond, on va voir ce qu'il va dire, il est moins brutal qu'Emmanuel Macron, il a peut-être un peu plus d'expérience, un peu plus de rondeur, mais ça compte aussi, ça changera rien, je dirais, sur les mesures qui sont prises ou pas prises, mais quand même, quand vous êtes dans la rue, c'est comme si les gens étaient dans la rue par plaisir, quoi. Voilà, quand j'entends certains hommes politiques, femmes politiques, on me dit mais ils sont dans la rue, pourquoi ils n'ont pas fait des bonnes études, ils ont qu'à se démerder, etc., etc. Bah oui, pourquoi ils sont dans la rue, salauds de pauvres, quoi. Et ça, oui, c'est quelque chose de beaucoup plus prégnant, je dirais, ces derniers temps. Voilà. Marine Mélenchon, présidente, ou Jean-Luc Le Pen.
le peuple français, il ne faut pas le pousser à bout. Mais oui, de toute façon, ce qui est étonnant, quand même, quand je vois un petit peu nos hommes politiques, mais c'est pas nouveau, hein, la France n'a jamais été, jusqu'à présent, en tout cas, un pays de réforme. C'est un pays de révolte, c'est un pays de révolution, c'est pas un pays de réforme. Donc on fait toujours des analogies entre les pays scandinaves, l'Europe du Nord, l'Allemagne, la tradition syndicale en Allemagne. Oui, mais bon, l'Allemagne, c'est l'Allemagne, la Scandinavie, c'est la Scandinavie, donc la Suède, c'est la Suède. Ça marche pas comme ça chez nous. Il y a pas on est plus dans une culture de l'affrontement. C'est comme ça que ça marche. Je veux dire, c'est pas un peuple qui se réforme, c'est un peuple qui change par coup de révolution. Je dis pas qu'elle est souhaitable. Je regarde l'histoire de notre pays au fil des siècles. C'est pas un pays qui se réforme. C'est un pays voilà, qui se révolte. Hein. C'est un pays de jacquerie, c'est un pays de révolte, c'est un pays de révolution, oui, de faction, on peut le dire. Allez, je prends encore une ou deux questions. Alors. Tellement vu les questions. Hop. Alors, encore une question. J'en ai vu tellement passer. Je remonte un petit peu le fil. Alors la Grèce, il y aurait tellement à dire sur la Grèce. Bon voilà les amis, écoutez, après les questions sont trop... Faudrait qu'on refasse complètement... Alors qu'est-ce qu'il me dit, William? Ou alors du style, mais qu'est-ce qu'ils font là? Oui, c'est ça. Pourquoi les gens sont encore dans la rue, quoi. Le comité stratégique de AFT, les SVT, ok, je vais regarder ça. Ok. Ben oui, si on demandait notre avis, alors, je suis tout à fait d'accord, on va finir là-dessus. La France pourrait très bien se réformer si on demandait leur avis aux Françaises et aux Français. Et c'est pour ça que j'ai essayé, et je continue, salut Maxime, de faire la promotion du référendum d'initiative citoyenne. On peut après discuter de la manière dont on le met en œuvre, mais c'est assez simple. On fait, je ne sais pas moi, 2 référendums par an. On pose chaque fois 5 ou 10 questions essentielles. Et on fait un mix avec une petite, on va dire, démocratie représentative, où l'expression populaire sera complètement exprimée par voie de référendum, et cette démocratie représentative, les élus, les représentants, qui seraient obligés, contraints, de la mettre en œuvre, au moins sur les grandes orientations, avec une obligation de rendre des comptes annuellement aux Français, et évidemment la possibilité de les révoquer. On me dit ça ne marcherait pas, ça serait trop compliqué. Je ne pense pas que ça serait trop compliqué. Évidemment, si on commence à poser des questions aux gens sur la couleur des boulons et la couleur des cravates, ça ne marchera pas. Mais sur les services publics, sur la manière d'organiser notre souveraineté, sur la monnaie, sur les frontières, sur le système de protection sociale, sur les retraites, sur sur l'hôpital, il y a un maximum de questions structurantes que l'on pourrait poser dans les grandes lignes. Hein. Je dirais, c'est presque un côté présidentiel, mais un côté présidentiel partagé par l'intelligence collective. C'est comme ça que ça devrait marcher. Et là, je pense que ça serait beaucoup plus simple pour le peuple français d'accepter de se réformer, parce qu'aussi la révolte, elle naît comment? On voit qu'il y a des gens qui sont complètement coupés du... Moi, quand j'entends un homme politique parler d'entreprise, la plupart du temps, ou de presse,
Et je me dis, de quoi il parle? De quoi parle-t-il? Est-ce que moi, dans mon entreprise, qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Il ne sait pas de quoi il parle, visiblement. C'est bien ça le problème. Donc, poser des questions suffisamment larges et suffisamment structurantes pour la vie des gens, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Pas, évidemment, que ce soit l'anarchie et le bazar permanent, et d'avoir comme ça, on vote sur tout et sur rien, avec une partie de démocratie, encore une fois, représentative, mais quand même que ce soit... Après tout, c'est notre Constitution. Hein. Comme disait quelqu'un, hein, il faut écrire nous-mêmes les règles de la Constitution. Le peuple parle par le peuple et pour le peuple. Voilà. Si on laisse les gens, c'était Chouard qui disait ça, écrire les règles, si c'est les autres qui écrivent les règles pour nous, on n'y arrivera jamais, quoi. Et donc il faut récupérer au moins cette souveraineté-là. Au moins cette souveraineté-là. Puis on me dit souvent, mais le peuple, si le peuple, il n'est pas ni bon, ni pas bon, ni intelligent, ni idiot. Le peuple, il est souverain. Et quand on est dans une démocratie, on doit simplement respecter la loi de la majorité qui s'exprime par les urnes de façon participative le plus possible. C'est comme ça que ça doit marcher. Voilà. Je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait redorer le blason d'une démocratie représentative globalement social-démocrate qui est à l'œuvre en Europe depuis 50 ans et qui depuis 40 ans a fait la preuve de sa corruption et de son incapacité à régler les questions. La France est un pays riche. Hein. La France est un pays extrêmement productif, extrêmement intelligent, avec des savoir-faire tout à fait incroyables. J'écoutais encore hier un médecin qui opérait avec des robots pour la chirurgie, pour les cancers du sein, etc., en coupant sous les aisselles, en faisant des petits trucs avec un robot, quoi, à distance. Et il y a des gens du monde entier qui viennent. Il y a encore cette technicité, cette intelligence française, ce savoir-faire français, des gens hyper productifs, quoi. Je veux dire, on est les plus, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les salariés, les plus productifs de la planète. On a les meilleures écoles, on a une géographie tout à fait extraordinaire. Bon, il n'y a pas de fatalité à être dans l'échec. Il y a de l'argent en France. Il y a de la création de richesse, mais par la gestion inique et complètement stupide quand même des différents élus, je veux dire, quand même, si on compte tout, comme je le disais tout à l'heure, 8 000 milliards de dettes quand on est dans un pays comme la France, alors qu'on demande toujours plus de participation, à un moment, c'est quand même ça aussi qu'il faut voir. Je ne vais pas refaire le live, mais quand vous payez, vous participez de plus en plus. Sur la taxe d'habitation, la mienne a augmenté, sans doute comme la vôtre, l'EDF, GDF, les contributions dans tous les sens, l'essence, etc. On est à un taux de prélèvement obligatoire, on a atteint le record du monde des prélèvements obligatoires. Le prélèvement obligatoire en France, c'est le record du monde. Donc c'est-à-dire que chaque année, les Français payent de plus en plus pour que ça fonctionne, etc. Et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Vous avez de plus en plus de pans entiers. Quand vous voyez l'état de l'hôpital, quand vous voyez l'état de l'éducation nationale, vous vous posez quand même des questions. Et les gens se disent de manière légitime, mais où passe mon fric? Alors après, on dit moins de fonctionnaires, etc. Le problème, c'est pas ça. C'est que vous avez aussi des emplois qui sont là aussi. Il y aurait beaucoup à dire sur la fonction publique territoriale, le copinage et tout. Une machine administrative terrible qui empêche les gens de produire. Quand vous allez dans un hôpital, j'ai eu un accident de moto, j'y ai passé un peu de temps, je voyais les infirmières, le personnel soignant, les médecins qui couraient dans tous les sens, qui faisaient des gardes parfois, qui ne dormaient pas pendant 36 heures. Pendant 36 heures, et vous avez un personnel administratif là qui est là, le papier, la carte vitale, le machin, c'est ça qui va pas. C'est ça qui va pas. Par exemple. Voilà. Bon, voilà les amis. Écoutez, c'est sans fin. Donc,
la redistribution, oui, elle est excellente. Aujourd'hui, sauf qu'elle a montré ses limites, c'est qu'il y a beaucoup dans ce système de parasites. Hein, il y a beaucoup de parasites qui viennent se greffer sur ce système. Je répète quand même, est-ce qu'on a besoin de 600 000 élus, hein? De mon point de vue, je ne crois pas. Alors on dit il y a plus que ça, etc. Non, il n'y a pas plus que ça. 600 000 élus, ça veut dire aussi de l'administratif pléthorique, des frais de fonctionnement, et ça gonfle, et ça gonfle, et ça augmente, et ça augmente. Voilà. Et donc, pour moi, c'est l'évidence. Enfin, c'est pas que pour moi, c'est une évidence absolue. Hein. Ben oui, les lobbies. Tant qu'on ne lutte pas de manière efficace contre les conflits d'intérêts, j'ai déjà fait des lives pour expliquer comment ça marche dans la télé, comment ça marche dans les juridictions administratives, et notamment au Conseil d'État, par exemple, comment ça marche au niveau européen, dans toutes les industries, les lobbies et les conflits d'intérêts. Quand vous êtes à la fois dans le privé, dans le public, ministre ou déontologue ou avocat lié à l'industrie pharmaceutique, au monde de l'assurance, c'est un peu compliqué après d'essayer de faire croire que vous mettez en œuvre, vous vous battez pour l'intérêt général. Très difficile, très très difficile. Et les gens aujourd'hui, par les réseaux sociaux, s'en rendent compte, quoi. S'en rendent compte. Voilà. Bon, voilà les amis, écoutez, passez une bonne soirée. On a fait quand même 1h30. Portez-vous bien. Je serai sans doute... alors, je ne sais pas, ce mercredi, on verra comment on tourne un petit peu les choses. Je vous donnerai un petit peu des nouvelles, de toute façon. Je continuerai à faire des lives. Je ne peux plus partager, donc merci de partager. Hein. Vous avez vu, maintenant, il suffit d'annoncer les lives. Mes lives pour être bloqués dans la minute. Je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste annoncé un live. Et donc, je suis bloqué sur tous les groupes jusqu'au 8 janvier. Voilà. Alors, comment lutter contre les conflits d'intérêts? Je referai un live. Il y a un certain nombre de mesures à prendre qui sont très très simples et qui permettent d'éradiquer complètement les conflits d'intérêts. Il suffit de le vouloir, ça. Il n'y a rien de plus simple. Salut les amis, passez une bonne soirée et puis portez-vous bien et restez sages mais mobilisés. Salut, salut.